Le cannabis n'est pas seulement une plante, c'est un test. Et la plupart des gens l'échouent. On vous a dit que l'herbe était soit un médicament, soit une menace, une passerelle spirituelle ou une échappatoire abrutissante, sacrée ou pécheresse. Mais voici la vérité. Aucune de ces étiquettes ne touche au cœur de ce qu'est réellement cette plante. Le cannabis ne se conforme pas aux croyances que vous avez à son sujet, il amplifie ce qui est déjà en vous. Et c'est ce qui le rend dangereux. Car, dans les traditions anciennes, le cannabis n'était pas un moyen de passer le temps. C'était un portail, un outil de transformation, utilisé uniquement par ceux qui sont prêts à se rencontrer pleinement, sans filtre, sans distraction. Les chamans, les mystiques, les chercheurs l'utilisaient pour dissoudre l'ego, pas pour le décorer. Mais aujourd'hui, la plante est partout. Elle est vendue comme un bonbon, fumée comme une mode, vénérée comme un mode de vie. Ce qui était autrefois un rituel est devenu une routine. Le sacré s'est transformé en spectacle. Cette vidéo ne traite pas de la question de savoir si l'herbe est bonne ou mauvaise. Il s'agit de ce qu'elle fait à votre âme. Bien avant que le cannabis ne soit roulé dans un joint ou conditionné à des fins lucratives, il s'agissait d'une clé, manipulée avec soin et respect, uniquement par ceux qui savaient quelle porte ils ouvraient. À l'aube de la civilisation, le cannabis n'a jamais été considéré comme un passe-temps récréatif. C'était un outil sacré, une substance alignée sur les rythmes de l'esprit, utilisée uniquement dans le cadre d'un rituel, d'un jeûne, d'une prière et de la solitude. Dans l'Inde ancienne, il était offert à Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation, celui qui dissout l'illusion pour que la vérité puisse naître. Ses fidèles, les sadhus, ne fumaient pas pour le plaisir. Ils fumaient pour mourir, du moins à l'ego. Le chillum n'était pas un accessoire, c'était un sacrement. Dans l'alchimie taoïste, le cannabis était mélangé à d'autres herbes pour affiner l'énergie, cultiver le silence intérieur et déclencher des rêves visionnaires. Il n'était pas utilisé pour endormir les sens, mais pour éveiller la perception subtile. Les textes anciens le décrivent comme un allié de l'esprit, capable d'aiguiser la perspicacité ou de déséquilibrer le chi, en fonction de l'alignement intérieur de l'utilisateur. Pour les personnes non préparées, il ne s'agissait pas d'un cadeau, mais d'un test. Les mystiques soufis utilisaient le hashish lors de cérémonies, visant à dissoudre le moi dans la présence divine. Mais même parmi eux, la plante était controversée. Rumi mettait en garde contre l'ivresse qui imite l'éveil mais laisse l'âme intacte. La plante n'était vénérée que lorsqu'elle conduisait à l'annihilation de l'ego et non à son amplification. Elle devait être tenue comme une épée, avec respect, sous peine de couper la main qui la tenait. Chez les Rastafari, le cannabis est la ganja, l'herbe de la sagesse, la guérison des nations. Mais il n'est pas seulement fumé. Il fait l'objet de prières. On l'apporte dans les séances de raisonnement, où les mots et la fumée s'élèvent ensemble dans une recherche commune de la vérité. C'est un outil de communion, pas d'évasion. Il n'est jamais séparé de la liturgie. Dans ces cercles sacrés, le cannabis n'est pas consommé pour oublier le monde, mais pour se souvenir du divin qui l'habite. Et pourtant, nous y sommes. Dans l'Occident moderne, nous avons transformé le sacrement en souvenir. Ce qui exigeait autrefois une préparation n'exige aujourd'hui plus rien. On peut acheter de l'herbe au drive-in, s'allumer entre deux textos et parcourir des contenus sans intérêt, tout en flottant dans un calme synthétique. La plante est la même, mais le contexte a changé. Et sans rituel, le cannabis perd sa boussole. Lorsque la cérémonie disparaît, il ne reste plus que la sensation. Et la sensation sans direction devient une indulgence. Ce n'est pas la plante elle-même qui est dangereuse. C'est le fait que nous nous engagions aujourd'hui dans quelque chose qui était autrefois considéré comme sacré, comme s'il s'agissait d'un divertissement. Le cannabis n'offre pas de cohérence, il offre une amplification. Si vous êtes enraciné, il vous approfondit. Si vous êtes perdu, il amplifie le labyrinthe. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils entrent dans un temple les pieds couverts de boue et qu'ils se demandent pourquoi ils ne voient que des ombres. Il y a des choses que nous avons découvertes sur le cannabis dans les traditions hermétiques, gnostiques et mystiques que nous ne pouvons pas dire ici. Nous les avons incluses dans notre lettre d'information Insights Academy.
Le lien se trouve dans la description. Inscrivez-vous pour obtenir des informations exclusives et, pour une durée limitée, un exemplaire gratuit du Kybalion. La vérité, c'est que la plante ne décide pas de l'endroit où elle vous emmène. Elle vous tend un miroir. Ce miroir reflète tout. Vos peurs, vos douleurs non résolues, vos questions non exprimées. Elle ne se soucie pas de vos vibrations. Il se soucie de votre intention. C'est pourquoi, dans la plupart des traditions, la préparation est le véritable rituel. Le jeûne, chanter, le silence, purification, tout cela avant la première inhalation. Non par superstition, mais parce qu'ils ont compris que l'esprit doit être stable avant d'être élargi. Utilisé avec respect, le cannabis n'est pas une drogue, c'est une porte. Mais les portes mènent dans les deux sens. Elles s'ouvrent sur la lumière, mais aussi sur l'ombre. Et l'illusion la plus dangereuse est de penser que l'on peut gérer les deux alors que l'on ne s'est préparé à aucune des deux. Ce n'est pas pour rien que de nombreuses personnes font état d'anxiété, de paranoïa ou d'un étrange sentiment d'être observées lorsqu'elles fument de l'herbe. La plupart mettent cela sur le compte d'une mauvaise variété, d'un mauvais dosage ou d'une réaction chimique. Mais qu'en est-il si ce n'est pas du tout l'herbe qui est en cause? Et si la plante faisait exactement ce qu'elle a toujours été censée faire, enlever le bruit, percer l'illusion et vous montrer exactement ce qui se cache en dessous? Carl Jung l'appelait l'ombre, les aspects enfouis de votre psyché que vous avez rejetés, oubliés ou que vous n'avez jamais osé regarder. Pas maléfique, mais inconfortable. Pas malveillant, mais gênant. C'est le chagrin que vous n'avez pas traité, la colère que vous avez avalée, les vérités que vous n'avez pas su gérer. La plante ne génère pas ces choses, elle les révèle. Comme un amplificateur, elle ne produit pas la musique, elle rend plus fort ce qui joue déjà. Et pour beaucoup, ce qui joue est une douleur non résolue. C'est la partie du cannabis dont personne n'aime parler, parce qu'elle ne se vend pas aussi bien que relaxation, vibes ou chill. Mais demandez à n'importe quel praticien spirituel sérieux, et il vous dira « Le chemin de l'éveil commence toujours dans le monde souterrain, pas dans les visions, mais dans l'inconfort, pas dans la lumière, mais dans la confrontation. » Et le cannabis, lorsqu'il est utilisé consciemment, peut être l'un des outils les plus efficaces pour cela. Mais seulement si vous êtes prêt à voir votre propre visage sans masque. Dans la psychologie mystique, ce moment d'exposition est sacré. Ce n'est pas un échec, c'est une invitation. L'anxiété qui s'installe après une bouffée, ce sentiment de conscience de soi qui monte en flèche, cette paranoïa croissante, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un retour d'information. Le système réagit au changement. Ce n'est pas vous qui perdez le contrôle, ce sont vos filtres qui s'effondrent. Vos chiens de garde intérieurs paniquent parce que la forteresse de l'ego est en train d'être percée. Mais la culture moderne n'est pas faite pour vous aider à traverser cette épreuve. Personne ne vous guide. Pas de chaman, pas d'ancien, pas de cercle. Vous êtes seul dans votre chambre, regardant le plafond, le cœur battant, vous demandant pourquoi vous avez l'impression de vous dissoudre. Et la vérité, c'est que c'est le cas. C'est ce que fait la plante. Elle dissout l'artificiel. Elle brûle la performance. Et si vous n'êtes pas préparé à ce processus, cela peut ressembler à un cauchemar. Non pas parce que la plante a tort, mais parce que la rencontre est réelle. Les traditions ésotériques le savaient. Dans la littérature d'autodéfense psychique, Dion Fortune écrit que les états altérés rendent le corps éthérique poreux. C'est à dire sensible non seulement aux intuitions, mais aussi aux interférences énergétiques externes. Si votre monde intérieur est chaotique, le cannabis n'y remédie pas. Il augmente le volume. Il invite tout à remonter à la surface. Pour que la guérison se produise, il faut qu'elle se produise. Mais si vous fuyez cette surface, si vous l'engourdissez, ou si vous vous en distrayez, le cycle se répète, encore et encore, défonce après défonce, jusqu'à ce que plus rien ne soit sacré, mais seulement bruyant. C'est pourquoi le cannabis, bien que naturel, n'est pas automatiquement sûr. Il ne fait pas de distinction entre les personnes prêtes et celles qui ne le sont pas. Il ne décide pas qui doit voir et qui doit dormir. Il ouvre simplement le rideau.
C'est à vous de décider ce que vous ferez de ce qui se cache derrière. Et c'est là que réside le plus grand malentendu. Penser que la plante est censée vous aider à vous sentir mieux. C'est un mensonge. La vérité, c'est qu'elle est censée vous faire voir. La douleur, la joie, la confusion, tout cela n'est que de l'information. C'est votre esprit qui vous dit « Voici ceci, regardez ça ». Mais parce que nous avons été entraînés à craindre l'inconfort, nous appelons ces moments des « mauvais voyages » et nous en allons sans rien. Pas de réflexion, pas d'apprentissage. Juste une autre histoire sur la façon dont l'herbe nous a rendus anxieux. Mais le cannabis ne rend pas anxieux. Il vous montre l'anxiété que vous portiez déjà. Il n'a pas inventé le malaise, il l'a révélé. Cela, en fait, l'une des substances les plus honnêtes que vous puissiez rencontrer. Mais l'honnêteté n'est pas toujours aimable. La vérité n'est pas toujours agréable. La plante est un miroir. Et parfois, ce qu'elle vous montre n'est pas joli. Mais c'est peu être exactement ce que vous aviez besoin de voir. L'un des plus grands pièges spirituels consiste à confondre sensation et vérité. Et le cannabis, plus que n'importe quelle autre plante, nous fait tomber dans cette illusion. On s'allume, on se sent ouvert, les pensées sont plus profondes, la musique devient plus riche, les synchronicités apparaissent comme des messages cachés de l'univers. Votre journal se remplit d'idées que vous n'auriez jamais écrites si vous étiez sobre. Tout cela a un sens, mystique même. Mais la question est de savoir si tout cela vous transforme réellement. La défonce, en elle-même, peut être séduisante. Il imite la transcendance. Il imite la paix. Mais l'imitation n'est pas l'intégration. Se sentir élargi n'est pas la même chose que devenir entier. Le cannabis peut donner l'impression d'une clarté spirituelle sans en avoir les fondements. C'est ce qui le rend dangereux, non pas parce qu'il nuit au corps, mais parce qu'il fait croire à l'âme qu'elle est arrivée. Vous commencez à croire que vous avez évolué simplement parce que vous avez ressenti quelque chose de profond. Mais la profondeur ne se mesure pas à l'intensité. Elle se mesure à ce que l'on retient de l'expérience et à la façon dont on vit lorsqu'elle s'estompe. De nombreuses personnes qui fument régulièrement font état de percées soudaines, des prises de conscience de leur traumatisme, un sentiment d'unité avec toute la vie, le sentiment d'être dans l'instant, et tout cela est bien réel. Mais le danger survient lorsque ces prises de conscience restent flottantes dans l'éther, sans ancrage, sans application. Elles se transforment en ce que les enseignants ésotériques appellent l'inflation spirituelle, un gonflement de l'ego autour du sentiment de transformation sans le travail qui le soutient. C'est ce que les traditions hermétiques et occultes appelaient la fausse lumière, des expériences qui semblent éclairées, mais qui ne sont que des simulations mentales. Dans le mysticisme kabbalistique, il s'agit de la sphère de Hod, l'éclat de l'intellect séparé de la vérité fondamentale. Elle brille comme de l'or, mais s'effrite comme de la cendre. Vous pensez avoir vu la lumière, mais en réalité, vous n'avez vu que le miroir. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreux consommateurs de cannabis de longue date commencent à confondre perception et identité. Ils commencent à porter l'expérience au lieu de l'intégrer. Ils commencent à avoir l'air spirituel. Ils agissent comme s'ils étaient éveillés. Ils citent des philosophes et des mystiques. Mais leur vie ne change pas. Leur schéma ne change pas. Leurs relations ne s'approfondissent pas. Leur souffrance ne disparaît pas. Elle devient simplement plus poétique. La plante est devenue un accessoire dans un spectacle de progrès. Osho a dit un jour: « Les substances ouvrent des portes que seul le silence devrait ouvrir. » Il ne niait pas leur pouvoir. Il mettait en garde contre leur instabilité. Une porte ouverte par la force ne reste pas ouverte. Et la vision qu'elle offre peut déformer la réalité si l'esprit n'est pas prêt à la recevoir. La hauteur peut devenir un piédestal, d'où l'on regarde de haut les autres qui n'ont pas vu ce que l'on a vu, alors qu'en réalité, rien n'a été vu clairement, mais seulement ressenti intensément. Le problème n'est pas l'intuition, c'est ce que l'on en fait. Le cannabis peut absolument offrir une perspective, mais à moins que cette perspective ne devienne une pratique, ce n'est qu'une stimulation. S'il ne modifie pas la façon dont vous vous présentez dans les conflits, dont vous affrontez votre ombre, dont vous servez les autres, dont vous traversez la souffrance, alors il s'agit d'une distraction spirituelle déguisée en éveil. Et c'est là le danger.
pas la plante, pas la fumée, mais l'histoire que vous vous racontez sur ce que tout cela signifie. La défonce n'est pas la vérité. C'est une porte d'entrée. Mais si vous restez toujours dans l'embrasure de la porte, pensant que vous êtes arrivé, vous n'entrez jamais dans la pièce. On devient dépendant non pas de la substance, mais de l'illusion du progrès. Et il est plus difficile de se désintoxiquer de cette illusion que de n'importe quelle dépendance chimique. C'est pourquoi les traditions spirituelles profondes n'ont jamais vénéré le haut. Elles l'ont utilisé pour pointer vers quelque chose de plus profond. Elles n'ont jamais glorifié la vision. Elles ont demandé ce qu'elle exigeait. Parce que le véritable éveil n'est pas ce qui se passe sur la plante, c'est ce qui se passe après. C'est dans le silence qui suit, dans les choix qui émergent, dans l'humilité de réaliser que ce n'est pas parce qu'on a vu quelque chose une fois qu'on l'a compris. Le cannabis offre un accès, pas une arrivée. Mais le monde n'a pas besoin de plus d'accès. Il a besoin de plus d'ancrage. Plus de personnes qui ne se contentent pas de visiter le sacré, mais qui l'incarnent. Qui ne se contentent pas de ressentir la vérité, mais qui la vivent. Le cannabis n'affecte pas seulement l'esprit. Il touche le corps subtil, l'architecture invisible de votre être qui porte vos pensées, vos émotions, vos souvenirs et vos empreintes énergétiques. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez le sentir. Et lorsque la plante interagit avec ce champ, elle ne demande pas la permission. Elle amplifie ce qui est déjà présent. C'est pourquoi, pour certains, elle débloque l'intuition, la sensibilité et un sens accru de la présence. Pour d'autres, elle met à jour le chaos. Ce chaos n'est pas le fruit du hasard, c'est le sous-produit d'une énergie qui n'a pas été nettoyée. Imaginez le corps subtil comme un instrument de musique. Lorsqu'il est accordé, le cannabis peut agir comme un archet sur une corde, en tirant la résonance, l'harmonie, voire le silence. Mais lorsque l'instrument est poussiéreux, mal accordé, mal aligné, la plante ne fait qu'amplifier le bruit. Et dans ce bruit, les gens confondent souvent stimulation et sagesse. On se sent plus fort, mais on ne voit pas forcément plus de choses. On est simplement plus bruyant à l'intérieur. Et lorsque l'espace intérieur est encombré, la clarté devient impossible. Les traditions qui comprennent cela parlent d'hygiène énergétique. Il ne s'agit pas d'un concept mystique, mais d'une hygiène spirituelle au même titre que la douche est une hygiène physique. Les pratiques telles que le jeûne, la respiration, le chant, l'exposition au froid, la prière et le silence ne sont pas des accessoires. Ce sont des rituels de nettoyage. Ils stabilisent le champ. Elles garantissent que lorsque vous ouvrez la porte avec une plante comme le cannabis, vous n'entrez pas dans une pièce pleine de débris non résolus. Dans le Reiki et d'autres pratiques de guérison énergétique, le cannabis est parfois décrit comme un perturbateur de champ. Non pas parce qu'il est nocif, mais parce qu'il crée une poussée de sensibilité. Cette poussée peut vous aider à accéder à des énergies subtiles, mais elle peut aussi vous rendre poreux. Les praticiens qui ne sont pas enracinés constatent souvent que leurs séances deviennent instables ou chaotiques après l'utilisation de la plante. Les sensations augmentent, mais le contrôle diminue. Il en va de même pour le travail sur la Kundalini, où le cannabis est connu pour réveiller l'énergie dormante avant que le corps ne soit prêt à la gérer. Vous vous sentez ouvert, électrique, voire euphorique, jusqu'à ce que vous ne le soyez plus, jusqu'à ce que l'on s'effondre, que l'on tombe dans une spirale, ou que l'on se retrouve incapable d'ancrer l'expérience de manière significative. Les chamans amazoniens disent que chaque plante ouvre, mais que chaque plante teste aussi. Et le cannabis ne fait pas exception. Ils pensent que chaque plante est porteuse d'une conscience, d'un esprit, d'une fréquence. Et lorsque cet esprit pénètre en vous, il commence à communiquer, non pas par le langage, mais par l'émotion, la mémoire, la sensation énergétique. Si vous n'êtes pas propre, mentalement, émotionnellement, spirituellement, cette communication est brouillée. La plante est déformée par vos propres résidus. Et au lieu de la clarté, vous obtenez de la confusion habillée d'un vêtement de perspicacité. C'est pourquoi tant de personnes se sentent vidées, déconcentrées ou émotionnellement à vif après une forte consommation de cannabis. Non pas parce que la plante est intrinsèquement drainante, mais parce qu'ils y sont entrés sans préparation. Pas de nettoyage, pas de confinement, pas de révérence. C'est comme brancher un instrument délicat dans un amplificateur distordu au fils effiloché.
Le résultat n'est pas de la musique. C'est du bruit, et plus vous y êtes exposé, plus il use votre sensibilité. Le cannabis interagit avec le corps énergétique comme le feu avec une forêt sèche. Il se propage, il consume, il apporte de la lumière, mais seulement si l'espace est propre. Sinon, il ne fait que brûler, sans ancrage, sans clarté, sans limite intentionnelle. Ce qui était censé élever peut commencer à se fragmenter. Vous perdez votre concentration, on perd sa volonté. Vous commencez à vivre dans un brouillard qui semble paisible, mais sous lequel se cache une sorte de stagnation ennuyeuse. Et voici le danger subtil. Vous commencez à appeler ce brouillard calme. Vous commencez à associer l'atténuation des sensations à la guérison. Mais la guérison n'est pas l'engourdissement. La guérison, c'est la clarté. La guérison est le retour du pouvoir, pas sa suspension. Et le cannabis, lorsqu'il est utilisé sans conscience énergétique, peut temporairement masquer un déséquilibre au lieu de le résoudre. La question est donc la suivante. Votre système est-il suffisamment propre pour la clarté? Avez-vous préparé votre temple intérieur avant d'inviter la plante à entrer? Car le cannabis ne nettoie pas la maison, il ne fait qu'allumer la lumière. Ce que vous voyez dépend entièrement de ce qui était déjà là. Il fut un temps où le cannabis n'était consommé que lorsque l'âme était prête. Aujourd'hui, il est consommé parce que le week-end est là. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a été lent, subtil et déguisé en libération. Ce qui était sacré est devenu symbolique. Ce qui était intentionnel est devenu impulsif. Nous sommes passés de la fumée en tant qu'esprit à la fumée en tant que contenu. Et dans ce processus, la plante n'a pas perdu son pouvoir. Nous avons simplement perdu notre façon de la détenir. Dans la tradition Rastafari, le cannabis n'était pas un produit que l'on consommait seul dans sa chambre pour lutter contre le stress. Il était intégré à des séances de raisonnement sacré, des réunions rituelles de réflexion philosophique et spirituelle. La fumée s'élevait avec les chants, les prières, les battements de tambour. Il s'agissait d'une ascension commune et non d'une évasion personnelle. Il ne s'agissait pas de se sentir bien, il s'agissait de s'aligner sur Jah-Dieu, la source, l'unique. Et si votre cœur n'était pas propre, l'herbe vous le montrerait. Ce n'était pas un divertissement, c'était une initiation. Dans la diaspora africaine, en particulier dans les religions afro-brésiliennes comme le candomblé et l'umbanda, le cannabis n'a pas toujours été au centre des préoccupations, mais le concept qui sous-tend son utilisation l'était. Chaque plante était considérée comme porteuse d'un accès, une fréquence spirituelle, un but, une vibration. Faire un mauvais usage d'une plante, c'est faire un mauvais usage de son énergie, et c'est provoquer un déséquilibre. Le rituel détermine les faits. La cérémonie crée le contenant. Rien de sacré n'était pris sans être mérité. Il n'y avait pas de consommation occasionnelle. Il n'y a que la communion. Mais ce n'est pas ce que le monde moderne voulait. Le rituel exige du temps, de la discipline et de l'humilité. Le rituel n'est pas pratique, et le capitalisme prospère grâce à la commodité. La plante a donc été extraite de ses racines culturelles, aseptisée pour la consommation de masse et rebaptisée mode de vie. Aujourd'hui, elle est emballée dans des emballages élégants, soutenue par des influenceurs et vendue avec le même discours qu'un smoothie de bien-être. Vous vous sentirez mieux. Aucune mention de l'ombre, aucune mention de miroir, juste des tableaux d'humeur, des polices pastels et un clin d'œil superficiel à la pleine conscience. Le sacré a été commercialisé. La cérémonie a été supprimée. Le cannabis est devenu un produit et non un portail. Aujourd'hui, les gens s'allument tout en regardant des émissions qui les nourrissent de plus en plus de programmes. Ils défilent en fumant, parcourant des contenus vides conçus pour détourner leur dopamine. Il n'y a pas de cercle, pas de chant, pas de silence. Il n'y a que des stimulations qui s'ajoutent les unes aux autres. Et dans ce chaos stratifié, la plante devient un brouillard au lieu d'un feu. L'engourdissement au lieu de la clarté, même les festivals qui se veulent spirituels, brûler de l'encens, jouer de la musique extatique, vendre des autocollants de chakras, réduisent souvent la plante à un bruit de fond. Le rituel devient une performance. La cérémonie devient un costume. Et la véritable essence de la plante, la partie qui pourrait transformer,
perturbé, éveillé, est enterré sous des couches d'esthétique. Mais le cannabis n'a aucun intérêt à être esthétique. Son esprit est ancien, sauvage et authentique. Il ne se soucie pas de votre image de marque, il se soucie de votre intention. Et sans contenant, son énergie se répand. Elle s'écoule dans vos distractions, dans vos angoisses, dans vos blessures non contrôlées. Sans direction, elle ne fait qu'amplifier votre état actuel. C'est pourquoi certaines personnes se sentent inspirées, tandis que d'autres se sentent bloquées. La même plante, un vaisseau différent. En supprimant le rituel, nous avons donc supprimé la structure qui rendait l'expérience sacrée. Sans cela, il ne reste que du divertissement masqué en guise de guérison, une imitation de la profondeur, un écho creux de ce qui était autrefois sacré. La plante n'a pas changé, mais la façon dont nous l'utilisons a changé. Et tant que nous n'aurons pas récupéré le contenant, nous continuerons à nous demander pourquoi l'expérience nous semble superficielle, incohérente, voire chaotique. Ce n'est pas que le cannabis ait perdu son pouvoir. Nous avons simplement cessé de nous préparer à le recevoir. Le rituel n'a jamais été une performance pour le divin. C'était un moyen de vous préparer, pour purifier votre esprit, votre énergie, votre cœur, afin que lorsque la plante ouvre la porte, vous la franchissiez avec grâce et non avec confusion. Nous n'avons pas perdu le sacré. Nous avons cessé de le reconnaître. Le mensonge le plus dangereux est de croire que l'intention seule suffit. Que si vous voulez bien faire, la plante vous guidera. Mais le cannabis, comme tous les vrais alliés spirituels, ne fonctionne pas au sentiment. Il réagit à l'énergie, à l'état de préparation, à la clarté de votre monde intérieur, et non à vos souhaits. Trop de chercheurs l'abordent avec curiosité mais sans boussole. Ils s'allument pour se sentir mieux, pour penser plus profondément, pour échapper à l'ennui ou pour atténuer les effets du stress. Mais ils oublient que la plante ne donne pas la paix. Elle révèle si la paix était déjà présente ou non. Utilisé avec discernement, le cannabis peut être un allié précieux. Il peut vous aider à vous détacher du bruit de l'ego, à voir vos schémas plus clairement et à atténuer l'emprise de vos récits internes. Mais la clé n'est jamais la plante elle-même. La clé, c'est ce que vous êtes lorsque vous la rencontrez. Sans structure, l'expérience devient glissante. Sans réflexion, la perspicacité s'évapore. Sans ancrage, l'ouverture se transforme en fragmentation. Alors, comment utiliser la plante sans être utilisé par elle? Tout d'abord, il faut comprendre que le cannabis ne doit jamais être votre première réponse. Si vous vous sentez anxieux, ne fumez pas. Asseyez-vous avec elle. Posez-lui des questions. Si vous êtes agité, ne vous échappez pas. Bougez votre corps, respirez profondément, tenez un journal. Ce n'est que lorsque le corps est apaisé et l'esprit clair que la plante peut agir comme un outil de raffinement plutôt que de perturbation. Avant de l'utiliser, demandez-vous ce que vous recherchez. La clarté ou le confort? La vérité ou un soulagement temporaire? Est-ce que je cherche à atteindre la plante par alignement ou par évitement? Il y a une énorme différence entre utiliser le cannabis pour explorer la conscience et l'utiliser pour étouffer ce que la conscience essaie de vous dire. L'une est sacrée, l'autre n'est qu'une boucle de plus. Les traditions les plus sages ne se sont jamais appuyées uniquement sur le cannabis. Il s'agissait toujours d'un élément d'un écosystème spirituel plus large. Le jeûne, le silence, le chant, prière, travail sur la respiration, rituel de purification. Il ne s'agissait pas de traditions inutiles, mais d'hygiène spirituelle. Il s'agissait de pratiques qui permettaient de préparer le récipient, de le désencombrer et d'accorder le système nerveux afin que la plante puisse effectuer son travail en profondeur. Les pratiques de mise à la terre sont importantes. Fumez en silence. Asseyez-vous sur la terre. Ne touchez pas à votre téléphone. Éteignez les bruits de fond. Laissez la plante vous guider vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Écrivez ce qui vient. Réfléchissez. Intégrez. Prenez ce que vous apprenez et intégrez-le dans votre façon de bouger, de parler, d'aimer. C'est là que se produit la véritable alchimie, non pas dans ce que vous voyez, mais dans ce que vous faites de ce que vous voyez. Le cannabis sans intégration devient une forme de divertissement spirituel. Vous commencez à courir après la sensation au lieu de faire le travail. Il devient une partie de votre identité. Vous commencez à associer votre profondeur à la plante,
comme si vous ne pouviez pas accéder à la sagesse sans elle. C'est le début de la dépendance, non pas chimique, mais existentielle. Vous oubliez que la plante n'est qu'un miroir. La profondeur a toujours été en vous. Le cannabis ne fait que la révéler. Le véritable voyage commence lorsque vous pouvez accéder à cet état sans rien d'extérieur. Vous n'êtes pas censé vivre dans l'altitude. Vous êtes censé ramener ce que vous y avez trouvé dans votre vie quotidienne. La compréhension n'est pas le prix, c'est l'application qui l'est. C'est la transformation qui l'est. Pouvez-vous être gentil sans avoir besoin de vous sentir euphorique? Pouvez-vous rester présent sans aide chimique? Pouvez-vous traverser les conflits, l'ennui, la routine et rester éveillé? C'est ainsi que l'on utilise la plante sans se perdre, en ne la laissant jamais devenir votre source de sens. En revenant à soi en tant que centre, la plante peut ouvrir la porte. Mais vous seul pouvez emprunter le chemin. Et si vous ne marchez pas, vous ne faites que tourner en rond, vous ressentez plus de choses, mais vous n'apprenez rien. Vous n'avez pas besoin de plus de haut. Vous avez besoin de plus d'honnêteté. Le genre d'honnêteté qui n'est pas toujours agréable, mais toujours réel. Le genre d'honnêteté qui élimine les illusions scintillantes et demande « Est-ce que cela m'aide à grandir ou simplement à me cacher ?» Le cannabis n'a jamais été destiné à être utilisé de manière isolée. À travers les cultures, les lignées et les siècles, son utilisation spirituelle était presque toujours collective. Non pas parce que les gens ne pouvaient pas accéder seuls à des états modifiés, mais parce que ceux qui comprenaient la plante savaient ceci. Sans contenant, le pouvoir devient imprévisible. Et sans communauté, l'intuition se transforme en distorsion. La plante peut vous ouvrir, mais c'est le cercle qui vous retient. Dans la tradition Rastafari, le cannabis n'est pas fumé par hasard. Il fait partie des séances de raisonnement, des réunions où l'herbe est passée avec révérence, accompagnée d'écriture, de discussions, de chants et de la recherche consciente de la vérité divine. Il ne s'agit pas de se défoncer. Il s'agit de s'aligner. Les mots sont partagés avec poids. Le silence est respecté. Chacun devient à la fois élève et enseignant. L'herbe se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, comme le temps, comme l'énergie, comme la roue sacrée de la vie. Dans cet espace, le cannabis n'est pas le centre d'intérêt. Il est le pont. Il en va de même dans certaines traditions indigènes. Dans les cultures d'Amazonie et d'Afrique centrale, si le cannabis n'est pas toujours central comme l'ayahuasca ou le tabac, les principes sont les mêmes. Les substances qui modifient la perception ne sont prises que lorsque le groupe, le rituel et l'intention sont en place. L'expérience n'appartient pas à l'individu, mais au contenant, le chant, la prière, le feu, les anciens, les esprits invisibles qui observent depuis les bords. Vous ne voyagez pas seul. Même lorsque vos yeux sont fermés, le cercle vous retient. Il ne s'agit pas seulement de ce que la plante vous montre, mais aussi de ce que les autres vous aident à interpréter à votre retour. Comparez cela à l'expérience moderne. Un joint dans une main, un téléphone dans l'autre. Pas d'ancrage, pas de préparation, pas de stratégie de sortie. Juste des stimuli et de la solitude. Ce qui est censé être sacré devient un nouvel épisode de dissociation. Et c'est là que la spirale commence. Parce que lorsque vous êtes ouvert et que personne n'est là pour vous aider à vous refermer, la prise de conscience ne s'intègre pas. Elle se fragmente. Vous commencez à penser que vous avez puisé dans quelque chose de profond, mais il n'y a pas de témoin, pas de miroir, pas d'étalonnage. Cela devient une religion privée de pensée à moitié mémorisée et de réalisation déconnectée. Et vous confondez la solitude avec l'illumination. Mais lorsque vous êtes dans un vrai cercle, il se passe quelque chose de différent. Vous êtes entendu. On vous voit. On vous rappelle que votre point de vue fait partie d'une vérité plus large, que ce que vous avez vécu n'est pas seulement important pour vous, mais aussi pour la communauté. Vous devenez responsable de ce que la plante vous a donné. Parce que la plante ne se contente pas de donner, elle vous confie des tâches. Elle vous demande « Que ferez-vous de cette vision? Allez-vous vivre différemment? Allez-vous servir? Allez-vous guérir ?» Dans les cercles sacrés, l'ego a moins de marge de manœuvre. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes éveillé lorsque quelqu'un d'autre dans le cercle voit à travers votre façade. Vous ne pouvez pas prétendre être transformé sans être tenu pour responsable. Il n'y a pas d'endroit où se cacher à l'intérieur de la cérémonie.
Et c'est exactement pour cela qu'elle fonctionne. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir comment la plante vous fait sentir. Ce qui compte, c'est la façon dont l'expérience est vécue. Le cercle empêche l'illusion de devenir doctrine. Quand on est seul, il n'y a pas de défi, pas de résistance. Et donc tout semble vrai. Mais tout ce que vous ressentez n'est pas forcément vrai. Toutes les idées qui émergent dans les hauteurs ne sont pas sacrées. Certaines sont des projections, d'autres sont des distorsions, d'autres encore ne sont que du bruit mental habillé de vêtements spirituels. Le cercle vous aide à trier le signal de l'électricité statique. Il vous aide à tester la vision à la lumière de la réalité partagée. Même dans les villes modernes, il est possible de créer des récipients sacrés, quelques amis, des bougies allumées, téléphones éteints, une intention claire, exprimée à haute voix, un moment de silence, partagé avant et après, un engagement à réfléchir, à faire de la place, à ne pas se contenter de voyager, mais à se transformer. Pas besoin d'une jungle ou d'un temple pour bien faire les choses. Il faut de la révérence, il faut un rituel, il faut une communauté. Sans cela, le cannabis flotte comme de l'encens dans une pièce venteuse, beau, mais sans direction. La plante demande une structure parce que son esprit est puissant. Et comme tout pouvoir, il amplifie tout ce qu'il touche. Dans un cadre collectif, elle peut amplifier la clarté, la guérison, la vision. Seule et sans fondement, elle peut amplifier la confusion, l'illusion ou l'ego. La question n'est donc peu, être plus seulement « pourquoi fumez-vous » Peu, être est-ce plutôt « avec qui fumez-vous » Car la présence ou l'absence d'un contenant sacré détermine souvent si la plante devient votre professeur ou votre distraction. Il arrive un moment, dans le parcours de tout chercheur, où l'excitation de l'expérience commence à perdre son sens. La nouveauté s'estompe. Les visions deviennent répétitives. Les idées commencent à faire écho à des choses que vous avez déjà entendues. C'est alors que commence le chemin le plus profond, non pas avec plus d'intensité, mais avec plus d'honnêteté. Parce que le vrai travail n'est pas dans ce que vous voyez quand vous êtes défoncé, mais dans ce que vous faites quand vous êtes sobre. Le discernement devient le nouvel état d'euphorie. Pas de stimulation, mais de la clarté. Non pas l'euphorie, mais l'alignement. Le cannabis peut ouvrir des portes. Cela n'a jamais été remis en question. Mais il est facile d'ouvrir des portes. Les franchir avec intention, intégration et humilité, c'est ce que la plupart des gens évitent. Parce qu'il est beaucoup plus facile de rechercher la sensation d'éveil que de faire le travail d'éveil proprement dit. Il est plus facile de s'allumer que de rester assis. Il est plus facile de se sentir profond que de vivre profondément. Mais le fait de ressentir quelque chose ne le rend pas vrai, et voir quelque chose ne le rend pas réel. Le discernement est ce qui sépare l'illusion de la perspicacité. C'est ce qui vous empêche de confondre l'écho avec l'essence. Dans la philosophie grecque, le discernement était appelé kro, la lame intérieure qui coupe la tromperie. Dans le Vedanta, il s'agit de viveka, le pouvoir de distinguer le réel de l'irréel. Il ne s'agit pas de scepticisme, il s'agit de maturité spirituelle. C'est la capacité de remettre en question même les expériences les plus profondes, de se demander « Est-ce la vérité ou est-ce juste ce que je voulais entendre ?» Car le cannabis vous donnera les deux. Il vous parlera en énigme, en poésie, en émotion. Et si vous n'êtes pas enraciné, vous construirez des systèmes de croyances entiers à partir de métaphores qui n'ont jamais été destinées à être prises au pied de la lettre. C'est là que commence l'inflation spirituelle. L'ego se fait passer pour un éveillé. Il commence à parler en termes mystiques, à porter les vêtements de la transcendance, à citer les Écritures sans jamais les avoir vécues. Il devient dépendant non pas de la plante, mais du sentiment d'être spécial, d'être au courant. On commence à confondre sensibilité et supériorité, et l'on cesse d'écouter tout ce qui ne va pas dans le sens de la supériorité. C'est pourquoi le discernement doit être cultivé avant que le cannabis ne devienne un outil spirituel. Sans discernement, vous ne vous ouvrez pas à une vérité supérieure. Vous ne faites que réarranger les meubles à l'intérieur de votre propre illusion. La plante amplifie ce qui existe déjà. Si vous portez la confusion, elle fleurira. Si vous êtes porteur de clarté, elle s'approfondira. La plante ne fait pas de discrimination. Elle ne fait que refléter. La question est donc la suivante. Êtes-vous prêt à aiguiser votre lame intérieure?
Êtes-vous prêt à poser des questions inconfortables sur vos intentions, vos attentes, vos schémas? Êtes-vous prêt à poser la plante lorsqu'elle ne sert plus votre croissance? C'est peut être l'épreuve la plus difficile. Ne pas utiliser la plante lorsque vous n'en avez plus besoin. Se rendre compte que la sagesse n'a jamais été dans la feuille, mais dans la façon dont la feuille vous a aidé à vous souvenir de la vôtre. Le cannabis n'est pas le chemin, c'est une boussole. Il peut indiquer la direction, il peut diriger, mais il ne peut pas faire le chemin à votre place. Et il ne peut certainement pas vous porter. La plante peut tenir un miroir, mais les miroirs ne créent pas. Ils reflètent. Ils ne bougent pas. C'est vous qui bougez. Et si le reflet devient le centre d'intérêt, vous oubliez ce qu'il était censé vous montrer au départ. C'est le moment que beaucoup n'atteignent jamais. Ils s'arrêtent à la sensation. Ils s'arrêtent à la poésie. Mais les mystiques, les chercheurs, ceux qui suivent vraiment le chemin, vont plus loin. Ils apprennent à faire confiance au calme qui suit l'euphorie. Ils apprennent à écouter les messages qui ne sont pas enveloppés d'euphorie. Ils apprennent à s'asseoir avec l'inconfort et à demander ce qu'il est venu enseigner. Parce que le but n'est pas de rester défoncé. Le but est de rester éveillé. Pas seulement lorsque la plante ouvre les yeux, mais lorsque vous vous réveillez chaque matin et que vous choisissez de vivre aligné, enraciné et réel. C'est la véritable pratique spirituelle. C'est le chemin qui mène au-delà de l'illusion. Il arrive un moment où tous les outils doivent être déposés, tous les raccourcis abandonnés, tous les hauts faits examinés pour ce qu'ils étaient vraiment. Une étincelle, un signal. Un début, pas une destination. Le cannabis n'est pas la solution. Il ne l'a jamais été. Dans le meilleur des cas, c'est un enseignant. Dans le pire des cas, il devient une autre distraction déguisée en profondeur. Et si vous écoutez vraiment, vous saurez quand il est temps d'arrêter de courir après la fumée et de commencer à construire le feu en vous-même. La plus grande leçon que le cannabis puisse vous apprendre est que vous n'en avez jamais eu besoin. Non pas parce qu'il est sans valeur, mais parce que son pouvoir a toujours été destiné à refléter quelque chose de dormant en vous, quelque chose qui attend d'être rappelé. La clarté que vous avez ressentie était la vôtre. Le calme, la perspicacité, la connexion, rien de tout cela ne venait de la plante. La plante n'a fait qu'éplucher ce que vous aviez oublié de ressentir. Mais ce souvenir n'est pas la même chose que devenir. Le voyage ne se termine pas avec ce que vous avez vu. Il commence avec ce que vous faites maintenant. C'est pourquoi les anciennes traditions n'ont jamais glorifié la plante. Elles la respectaient. Elles l'utilisaient comme une porte d'entrée, mais jamais comme une béquille. La cérémonie s'est terminée et l'intégration a commencé. Vous avez pris ce que vous avez vu et l'avez transformé en action, en présence, en humilité. Vous avez abordé les conflits différemment. Vous avez aimé avec moins de conditions. Vous avez servi à partir d'un endroit plus profond. C'est là l'essentiel. C'est là tout l'intérêt. À quoi sert la vision si vous ne changez jamais votre façon de vivre? À quoi sert la compréhension si vous ne l'appliquez jamais dans le désordre, l'ennui, l'inconfort de votre vie réelle? Il est facile de se sentir spirituel dans la fumée et le silence. C'est plus difficile dans les embouteillages, dans le chagrin d'amour, dans la répétition sans fin de l'ordinaire. Mais c'est là que se produit la véritable croissance spirituelle, non pas au sommet de la montagne, mais dans la vallée. Non pas dans un état altéré, mais dans le choix quotidien de rester éveillé alors qu'il serait plus facile de dormir. L'intégration n'est pas glamour, elle n'est pas psychédélique. Ce n'est pas esthétique, c'est une discipline, c'est un suivi. C'est savoir quand fermer la porte de la cérémonie et ouvrir la porte de la vie et la franchir avec grâce. C'est ce que la plante vous demande. Non pas de la révérence, non pas de l'adoration, mais de l'incarnation. Vous n'êtes pas censé devenir dépendant du professeur. Vous étiez censé obtenir un diplôme. Vous n'êtes pas ici pour vous mettre en orbite autour d'un sens. Vous êtes ici pour le rendre réel. Prendre les fragments de vérité que vous avez entrevus et les ancrer dans votre façon de parler, d'écouter, de vous manifester lorsque personne ne vous regarde. C'est là que la plante devient un héritage. Pas seulement une substance que vous consommez, mais un esprit qui vous a façonné. Ce n'est pas une drogue que vous recherchez, mais un miroir que vous regardez en face, encore et encore, jusqu'à ce qu'il vous montre quelque chose de vrai.
Et voici ce qui est vrai. Le sacré n'a pas besoin de cannabis. Le sacré est déjà en vous. La question est de savoir si vous êtes prêt à vivre comme lui. Êtes-vous prêt à cesser de chercher le signal à l'extérieur et à commencer à le transmettre de l'intérieur? Cette conversation ne s'arrête pas là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà à la recherche de plus que de simples sensations. Et c'est pour cela qu'Insights Academy a été créé. Inscrivez-vous à la newsletter gratuite en cliquant sur le lien dans la description et recevez une copie numérique du Kybalion, non pas comme un cadeau, mais comme un outil. Parce que certains enseignements ne peuvent pas être présentés dans une vidéo. Certains sont destinés à être étudiés, vécus, incarnés, parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de la plante. Il s'agit de vous. Il ne s'agit pas de ce que vous fumez, mais de ce que vous devenez. Il ne s'agit pas des hauts, mais de la façon dont vous traversez les bas. La plante vous a montré un aperçu de ce qui est possible. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez chasser la lumière ou si vous voulez la devenir. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».